Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une franchise ayant plus de 23 ans d'existence. Une série de films qui auront permis à son interprète, également producteur, d'asseoir sa réputation de star internationale, la franchise Mission Impossible. Avec ces 6 films réalisés par 5 cinéastes et un Tom Cruise pour tenir le haut de l'affiche, on s'était dit qu'il était temps de revenir sur ces longs métrages dont le succès ne s'est quasiment jamais démenti au fil des ans, à une contre-performance près. À travers l'histoire de cette franchise, la mission que nous avons acceptée est d'essayer de comprendre ce qui en fait sa popularité, mais aussi l'anomalie qu'elle a fini par devenir au sein du système hollywoodien et plus largement dans le cinéma populaire contemporain. Notre aventure commence au début des années 90. Tom Cruise enchaîne les succès et sa popularité monte en flèche. Il s'associe avec son ancien agent Paula Wagner pour fonder la désormais célèbre Cruise Wagner Production. Le but est de développer d'ambitieux projets sur lesquels notre Maverick souhaite davantage s'impliquer en ayant un vrai contrôle créatif pouvant accroître son indépendance à Hollywood. Le premier projet développé par la boîte, vous vous en doutez, c'est l'adaptation sur grand écran d'une série d'espionnage populaire des 60s, Mission Impossible. Dans un premier temps, c'est Gloria Katz et Will Hardwick, le couple derrière American Graffiti et Howard the Duck, qui se chargent du script. Tandis que notre star verrait bien Sidney Pollack, qui l'avait déjà dirigé dans la firme, s'occuper de la réalisation. Mais ce dernier va quitter le navire et va être remplacé par Brian De Palma, dont la carrière n'est pas au beau fixe après une série de flops publics ou critiques. Ce dernier a l'avantage d'avoir déjà adapté une série télé sur grand écran avec Les Incorruptibles. Mais loin de céder à la facilité d'un succès quasi garanti, le cinéaste va en profiter pour faire une œuvre qui ne ressemble qu'à lui. Dans un premier temps, il confie la rédaction d'une nouvelle histoire à Steven Zaillian et David Koepp, avant que Robert Towne ne peaufine l'ensemble sur demande du comédien, qui finira par donner raison au cinéaste. I'm not happy with what Bob Towne is doing. Towne's attitude basically was to rewrite the whole script, which was wrong. Comme on peut le deviner, c'est bien l'addition de talents qui auront permis de faire passer des partis pris radicaux. En effet, à l'origine, le film était pensé comme une vraie suite de la série. Peter Graves devait reprendre son rôle de Jim Phelps, mais ayant lu que son personnage devenait le bad guy, il renonça à participer au projet. Cette situation tua automatiquement l'idée d'un twist reposant sur la connivence que pouvait avoir le spectateur avec ce dernier. À ce titre, le premier volet de Mission Impossible repose sur une structure narrative qui déjoue en permanence les attentes du spectateur. Dans un premier temps, le film va reproduire un schéma typique de la série. L'annonce de la mission via un objet insolite, puis l'élaboration du plan avec l'équipe, et enfin le déroulé des opérations où le spectateur attend fébrilement de savoir si nos protagonistes vont réussir leur coup. Si Jim Phelps est le seul personnage issu du show à intervenir dans le long métrage, les autres protagonistes inventés pour l'occasion répondent à des fonctions assez proches de leurs homologues télévisuels. C'est le cas de Ethan Hunt, un spécialiste du déguisement qui renvoie au personnage de Ronnie Hand, autrefois interprété par Martin Landau. Si la séquence d'introduction à l'ambassade américaine de Prague laisse croire que nous assistons à une simple reconstitution d'un épisode, un élément perturbateur va très rapidement faire dérailler la machine. This is Ethan Hunt. They're dead. Who's dead? My team is dead! C'est à ce moment précis que le film délaisse la simple recréation d'un souvenir télévisuel pour trouver sa propre voie. En effet, l'assassinat des différents membres de l'équipe a autant pour but de conclure le premier acte que de littéralement tuer la série. Si cette démarche peut être vue comme ouvertement provocatrice à l'égard du public, elle n'a pas pour but de lui adresser un doigt d'honneur, bien au contraire. Avec cette démarche de franc-tireur, De Palma propose un dialogue avec l'imaginaire des 60s dans laquelle baignait le show d'origine. Une démarche qui consiste d'abord à détruire une œuvre pour mieux la recréer et lui donner beaucoup en retour. La particularité de la série de Bruce Geller est qu'elle s'inscrit au carrefour de 2 genres alors très en vogue à l'époque. D'un côté, les séries d'espionnage, et de l'autre, les films de braquage, ou caper movie comme le disent nos amis anglo-saxons. Remplacez simplement les agents secrets de Mission Impossible par des braqueurs, et vous comprendrez quel procédé narratif charpente la série. En tout cas, De Palma et ses scénaristes l'ont parfaitement compris en faisant de Ethan Hunt un agent traqué par sa propre hiérarchie. En effet, celui-ci doit agir dans l'illégalité, commettre un casse au siège de la CIA, et recruter des agents désavoués experts dans leur domaine. Brian De Palma en profite pour payer son tribut au long métrage qui du propre aveu de Bruce Geller avait façonné toute l'identité de la série, Top Capi de Jules Dassin.
La scène où Tom Cruise descend le long d'un filin dans une chambre forte est un hommage au braquage du film de 1964, et on peut dire que De Palma a bien retenu la leçon de son prédécesseur. Ce dialogue avec le passé est également l'occasion pour le réalisateur de revisiter une nouvelle fois son maître à penser, Alfred Hitchcock. De par sa structure narrative qui voit un innocent traqué à la fois par les autorités et de mystérieux criminels, avec une issue finale reposant sur l'identité d'un agent double, Mission Impossible est une relecture de La mort aux trousses. Dans le climax, le réalisateur s'amuse à créer un crescendo visuel et dramatique similaire à celui auquel Cary Grant est confronté dans le film de Hitchcock, mais avec un TGV à la place du mont Rushmore. L'idée d'une chute mortelle n'étant plus verticale, mais horizontale. De Palma pousse d'ailleurs l'analogie avec Grant en faisant porter à Tom Cruise la même tenue qu'à son homologue de 1959. Cependant, comme à son accoutumée, le réalisateur va plier intelligemment l'héritage hitchcockien à ses propres thématiques. A contrario de Roger Thornhill et différents personnages peuplant l'œuvre du maître du suspense, Ethan Hunt n'est pas placé sous le poids permanent de la fatalité, et c'est même l'inverse. Ce dernier va tout au long du récit apprendre à remettre en question sa vision des événements afin de découvrir la vérité et reprendre progressivement le dessus. Il ira jusqu'à utiliser les mêmes armes que ses ennemis pour pouvoir les piéger, comme pouvaient le faire Keith Gordon ou John Travolta dans Pulsion et Blowout, ce qui lui vaudra de tuer son père symbolique en la personne de Phelps. Si l'on ajoute le soin apporté à l'ambiance paranoïaque, comme les plans débulés, et l'omniprésence des écrans de surveillance, difficile de ne pas voir en ce premier volet de Mission Impossible un grand spectacle en parfaite adéquation avec le style et les thématiques de son auteur. L'idée simple mais très bien trouvée de terminer le récit sur une boucle où Ethan Hunt prend la relève cinématographique du Jim Phelps télévisuel finit d'introniser Tom Cruise en héros de sa propre franchise. Cependant, le refus de Palma de rempiler pour une suite va obliger Mission Impossible à emprunter une voie similaire à celle de la saga Alien, où chaque cinéaste va tenter avec plus ou moins de succès d'imposer son style à ses productions d'envergure, ce qui va rendre chaque épisode unique. Pour Mission Impossible 2, si l'idée d'aller chercher John Woo pour prendre la relève de Palma est plutôt excitante sur le papier, la mégalomanie de Tom Cruise va avoir raison de ce dernier. Réécriture, caprice de star et clash entre le réalisateur et le chef opérateur Andrew Lesnie à un mois des prises de vue, autant dire que la production fut pour le moins chaotique. Ce fut également le bordel jusqu'en post-prod où le premier montage de 3h30 classé R17 ne convainquit ni le studio ni Cruise, qui éjecta le cinéaste pour remonter le tout à une durée de 2 heures et en faire un PG-13. Sans oublier au passage de confier la bande originale à Hans Zimmer et à divers groupes comme Limp Bizkit ou Metallica, là où John Woo désirait poursuivre sa collaboration avec John Powell. Tom Cruise does most of his own stunts, so he doesn't really need a stunt double. But we make good use of the other Tom Cruise. Harder. Même si le cinéaste hongkongais a sa part de responsabilité, le résultat final n'entretient que peu de rapport avec ce qu'il avait en tête, à savoir une relecture des Enchaînés d'Alfred Hitchcock. Restent donc quelques morceaux de bravoure disséminés ça et là au gré du métrage. La gestation du troisième opus sera également source de nombreux conflits, puisque ce ne sont pas moins de 3 cinéastes qui travailleront sur le projet. David Fincher, Ang Lee et Joe Carnahan. C'est d'ailleurs ce dernier qui avancera le plus loin dans la production, en imaginant une intrigue centrée autour de la privatisation de l'armée en Afrique, avec un bad guy inspiré de Timothy McVeigh, le terroriste ayant commis l'attentat d'Oklahoma City en 1995. Cependant, un détail totalement absurde qui en dit long sur la dérive inflationniste qu'allait connaître Hollywood va provoquer le départ du réalisateur. Carnahan voulait faire un film dans la veine des drames paranoïaques des 70s comme Marathon Man et disait que sa version du film aurait coûté 50 millions de dollars et non les 186 millions initialement budgétés. Mais en 2003, Hollywood était au lendemain d'énormes succès de blockbusters franchisés comme Spider-Man, Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux. Et évidemment, la Paramount voulait quelque chose de gros à vendre. C'est en dévorant la série Alias que Tom Cruise trouve son réalisateur providentiel en la personne de J.J. Abrams, qui n'a pourtant encore jamais tourné de long métrage pour le cinéma. L'acteur lui fait même une faveur en allant tourner La Guerre des Mondes pour lui permettre de peaufiner le scénario et la production. Un luxe aujourd'hui inenvisageable. Appliquant sur grand écran la recette ayant fait son succès sur le tube cathodique,
Abrams propose un premier acte plutôt prometteur en inscrivant son héros dans une dynamique d'équipe absente des 2 précédents opus. Malheureusement, l'éthique d'écriture et de mise en scène dont le réalisateur va tenter tant bien que mal de se défaire dans ses travaux ultérieurs vont avoir raison de son premier essai cinématographique. It's complicated. Si la déconvenue au box-office de ce 3e opus n'empêchera pas Abrams de poursuivre sa carrière avec le succès qu'on lui connaît, elle marque la fin du contrat qui liait Tom Cruise à la Paramount. Mais bon, cette rupture est aussi due au fait que Tom est de plus en plus ingérable. Autant dire que lorsque le 4e opus, Protocol Phantom, arrive sur les écrans en 2011, c'est un peu l'opération de la dernière chance pour Tom Cruise. Le rachat qu'il a opéré sur la United Artists en 2006 s'est avéré l'un des plus gros fiascos de sa carrière, répercuté par plusieurs bides au box-office. Conscient de ses erreurs, l'acteur va opérer une véritable reprise en main de sa carrière, que ce soit devant ou derrière l'écran. Avec sa nouvelle compagnie portant son nom, Cruise s'associe de nouveau à J.J. Abrams à la production. Après avoir envisagé Ruben Fleischer et Edgar Wright, c'est finalement Brad Bird qui décroche la réalisation. Tandis que le script signé Josh Applebaum et André Nemec, le duo derrière le reboot des Tortues Ninja, se voit réécrit par Christopher McQuarrie que Tom Cruise avait rencontré sur le plateau de Valkyrie. Cette nouvelle collaboration ressemble pas mal à celle qu'a pu entretenir l'acteur avec le scénariste Robert Towne par le passé, et McQuarrie va apporter une exigence dramaturgique au projet de la star. L'arrivée de Bird et McQuarrie va permettre à la franchise de repartir sur de bons rails à travers une véritable réorchestration de ses codes. Que ce soit l'évasion d'une prison russe jusqu'au climax en Inde, chaque événement est propice à malmener Ethan Hunt qui ne peut désormais plus se reposer sur lui-même, mais doit au contraire compter sur les autres membres de son équipe, composés désormais de vrais personnages et non plus de faire-valoir. C'est aussi l'occasion pour Brad Bird de mettre à profit son savoir-faire dans l'animation, via ces petites touches qui finissent par avoir un impact sur l'ensemble du récit, telle une catastrophe que l'équipe tente de rattraper en permanence. L'ouverture du train. Retinal scan required. Retinal scan required. Les gadgets qui ne fonctionnent pas. La tempête de sable. Tout est propice au dysfonctionnement, y compris dans l'équipe. Who are you really, Brent? What are you asking? What am I asking? All right, let me see if I can put it another way. En cela, Hunt et ses collègues ne sont pas si éloignés de la famille Parr des Indestructibles, jusque dans son final où les personnages découvrent qu'ils sont complémentaires. Bien que restant le chef, Ethan Hunt est désormais indissociable de son équipe, un peu comme si le comédien souhaitait désormais mettre de côté son narcissisme pour faire confiance aux autres. Une impression confirmée dans le climax qui voit Brandt effectuer une opération assez proche de Hunt dans le premier opus. Cette volonté d'humilité se retrouve également sur l'affiche où l'acteur ne pose plus seul sur sa posture de profil, mais se fond aux côtés des autres membres de l'équipe. Non content d'amorcer un véritable renouveau, l'approche de Bird et de McQuarrie va permettre à la franchise d'obtenir la stabilité nécessaire pour pouvoir réussir ce qui dès le départ semblait être son objectif, marcher sur les traces d'un des plus illustres personnages de la pop culture. Bond. James Bond. Que ce soit la menace d'une nouvelle guerre froide, la présence d'un scientifique souhaitant déclencher un conflit atomique, d'une mystérieuse tueuse ou même les gadgets dans nos héros, tout renvoie à l'univers du plus célèbre des agents secrets, dont le succès mondial dans les 60s fut le fer de lance de toute la vague d'espionnage pop, dont est issue la série Mission Impossible. Décidément, tout est une question de cycle. Il suffit de voir l'arrivée de Ethan Hunt au bras de Jen Carter dans un palace à Bombay pour comprendre que la franchise assume pleinement cet héritage. L'opus suivant, où McQuarrie passe désormais à la réalisation, va poursuivre intelligemment cette voie en faisant du syndicat, une organisation criminelle avide d'un nouvel ordre mondial, l'équivalent du Spectre chez 007, avec à sa tête Solomon Lane, ni plus ni moins que le Blofeld de Ethan Hunt. Le film marque également des points avec l'agent du MI6, Ilsa Faust. À travers ce personnage, McQuarrie en profite à nouveau pour rendre hommage à la saga James Bond. Mais surtout, il propose ce que la concurrence peine à concrétiser depuis des années. En effet, Ilsa Faust apparaît davantage comme l'égale de Hunt. A l'instar de ce dernier, elle est sans cesse désavouée par sa hiérarchie, et s'avère aussi habile que lui pour les plus périlleuses missions en agissant seule et dans l'ombre. S'il y a évidemment un petit jeu de séduction entre les deux personnages, McQuarrie a l'intelligence de le laisser au second plan et de miser sur un rapport d'égal à égal, faisant de Faust un personnage beaucoup plus riche qu'il n'y paraît.
C'est d'ailleurs par le soin apporté au protagoniste que McQuarrie signe une œuvre personnelle, en continuant de développer l'importance prise par les acolytes de Hunt, notamment Benji Dunn, qui passe de simple génie du gadget à celui d'apprenti de Hunt. The show's about to start, Benji. Right. Just take your position. Tell me what you see. Okay. Nice tux, by the way. Sans oublier Brandt et bien sûr Luther Stickell, seul autre personnage présent dans la franchise depuis le premier opus. Et c'est justement cette dynamique de groupe qui, comme son prédécesseur, rend le long métrage particulièrement attachant. Quant à Solomon Lane, il s'inscrit dans la continuité du bad guy froid et glacial agissant dans l'ombre qu'incarnait Werner Herzog dans Jack Reacher. Par ailleurs, sans faire preuve de l'inventivité de Brad Bird, McQuarrie propose des scènes d'action efficaces reposant sur de vrais enjeux narratifs, tout en montrant à nouveau son amour pour le film noir, comme en témoigne la partie londonienne du film. Et tant qu'à faire, il perpétue une des traditions de la saga en citant de nouveau le maître du suspense. Mais c'est surtout le climax qui parachève la note d'intention de la franchise Mission Impossible vis-à-vis de la concurrence. Plutôt que de tomber dans le piège du destruction porn désormais commun à la majorité des blockbusters actuels, McQuarrie préfère miser sur la simplicité et l'intelligence de son équipe en démontrant qu'une simple prison de plexiglas a plus d'impact sur le spectateur que toute une ville détruite. Cette approche payante artistiquement aura également permis à la franchise de renouer avec l'espionnage pop et glamour délaissé justement par James Bond depuis bien des décennies, au profit d'une approche psychologisante superficielle tout en continuant à courir vers les modes du moment. You like spy movies, Mr. DeVere? Nowadays, they're all a little serious for my taste. The old ones. Marvelous. D'un point de vue plus théorique, Hunt comme Bond, dans leurs meilleurs épisodes, représentent les deux faces d'une même pièce quant à la vision de l'espionnage sur grand écran. Leurs univers respectifs reposent sur des codes visuels et narratifs pas si éloignés que ça, que ce soit un motif récurrent ouvrant chaque épisode, l'infiltration d'environnements luxueux et dépaysants, etc., quand ce n'est pas carrément des interprètes qui passent d'une franchise à l'autre. Thématiquement, nos deux héros sont cependant diamétralement opposés. James Bond est un individualiste n'hésitant pas à tuer quiconque se met en travers de son chemin, et qui n'a recours qu'à sa seule intelligence pour réussir sa mission. Ethan Hunt, lui, mise sur l'esprit d'équipe et le collectif pour se sortir de situations difficiles en essayant de rester le plus discret possible. L'un des autres avantages des Missions Impossibles ces dernières années est de laisser une certaine marge de manœuvre aux cinéastes œuvrant sur la franchise, chose qui n'est pas trop possible avec James Bond ou même sur d'autres licences. Autant dire que tout cela doit bien faire marrer Tom Cruise. Yeah, baby. L'autre atout majeur des Missions Impossibles, eh bien c'est justement son interprète. Tom Cruise n'aura jamais la classe légendaire de Sean Connery, mais dispose de qualités devenues trop rares à l'heure actuelle, comme son affection pour les cascades en tout genre, au point d'en avoir fait sa marque de fabrique, et un argument marketing parfois éventé. Ben oui, contrairement à ce qu'aiment montrer les futurettes depuis le deuxième opus, le comédien recourt à des doublures physiques ou numériques, parfois bien visibles quand la situation l'exige. Cependant, loin de nous l'idée de minimiser l'investissement de l'acteur. Parce que, mine de rien, ce dernier, en grand cinéphile, s'efforce de ressusciter une tradition du cinéma des origines. Nous avions déjà évoqué dans divers épisodes l'importance qu'ont pu avoir les maîtres du burlesque sur des générations d'artistes, et Tom Cruise n'échappe pas à la règle. Avec Tom Cruise, nous sommes tous les deux très fans de Harold Lloyd, et nous déplorons qu'il ait été quelque peu oublié. Tout le monde parle de Buster Keaton et de Charlie Chaplin, mais personne n'évoque Lloyd alors qu'il était formidable. En cela, le comédien américain se rapproche de deux autres héritiers du burlesque, Jean-Paul Belmondo et Jackie Chan. Pour ce qui est du premier, je vous renvoie à l'article qu'a consacré Alexis Yomet dans le numéro 1 de Revue et Corrigée, qui trace un parallèle dans le parcours des deux comédiens. Pour ce qui est de Jackie Chan, ce qui est passionnant, c'est de voir à quel point la carrière de Tom Cruise a fini par rejoindre celle de son homologue hongkongais, pour le meilleur, mais aussi pour le pire, comme l'ont également fait remarquer certains. Jackie Chan, c'est un génie. Jackie Chan est définitivement un génie. Il connaît absolument tout sur la fabrication d'un film, et ses films d'action sont insurpassables. Il est unique, j'admire tout ce qu'il fait. Nous partageons une chose en commun, c'est la volonté d'offrir une expérience unique au public. Here we go. Look at... And now watch that. Watch this. La saga Mission Impossible tient une place aussi importante pour Tom Cruise qu'a pu l'être celle des Police Story pour Jackie Chan. Ces deux franchises ont été le signe d'une véritable indépendance pour ces artistes qui leur a permis de fonder leur boîte de production aux côtés de leur ancien agent.
Paula Wagner pour l'un, Willie Chan pour l'autre. Le 4e opus marque dans les deux cas un virage du côté de James Bond, tandis que le 5e opus de la franchise, New Police Story, est l'occasion pour Chan de démontrer son registre dramatique, de la même manière que Rogue Nation permet à Cruise de faire preuve d'humilité. Mais les deux hommes se rejoignent également dans leur récente casserole cinématographique, avec leur tentative désastreuse de concurrencer les productions Marvel de Kevin Feige. Si Jackie Chan semble continuer sa descente aux enfers, Cruise semble malgré tout s'accrocher à sa franchise, désormais sa seule source de succès auprès de la critique et du public, comme l'atteste le récent Fallout. A ce titre, ce dernier opus montre clairement que l'image de marque qu'a voulu véhiculer le comédien à travers les Missions Impossibles peut se retourner contre lui. Ce n'est d'ailleurs pas nouveau, car certains personnages qu'a incarné Cruise par le passé semblent être des miroirs de sa propre vie, ou du moins des questions qui entourent cette dernière. Alors que des rumeurs sur sa supposée homosexualité éclatent dans la presse people, Mr. Cruise, come out of the closet. I'm never coming out. Il incarne un immortel à la sexualité ambiguë dans Entretien avec un vampire. Lorsqu'il devient l'un des VRP de la scientologie au milieu des années 90, Paul Thomas Anderson lui offre le rôle d'un gourou dans Magnolia. Sans oublier les problèmes que rencontre le couple qu'il forme avec son épouse de l'époque, Nicole Kidman, dans Eyes Wide Shut. Qu'il s'agisse d'une démarche consciente ou non, cette dimension a su être utilisée ingénieusement par des cinéastes qui ne dépendaient pas de l'acteur. Ce qui n'est pas tout à fait le cas pour les Missions Impossibles, comme l'illustre le personnage de Julia présent depuis le 3e volet. Visiblement écrit pour aller de pair avec l'image de Marie Model que souhaite montrer l'acteur alors en pleine idylle avec Katie Holmes, ce personnage est devenu pour les opus suivants un vrai problème que Bird et McQuarrie ont tenté tant bien que mal de gérer, en la reléguant à une simple apparition dans Protocol Fantôme ou en l'ignorant dans Rogue Nation. Bref, c'est un des obstacles de la franchise que le comédien semble bien décidé à abandonner, en concluant Fallout sur une espèce de passation de relais assez chelou entre Julia et Ilsa Faust, cette dernière risquant fort de perdre son statut d'égal de Hunt en cours de route. On retrouve également dans Fallout cette tendance très actuelle à complexifier inutilement les péripéties et les personnages, alors que la franchise se distinguait justement du tout venant par ses intrigues linéaires, concises et efficaces. D'autant qu'à contrario des deux précédents volets, Fallout joue ouvertement la carte du blockbuster plus conventionnel. Mais bon, malgré les défauts du film, McQuarrie parvient à garder une certaine tenue, par exemple dans l'escapade parisienne qui joue la carte de l'humour, lors d'une baston dans les toilettes qui n'aurait pas dépareillé dans True Lies, ou encore dans son ambiance visuelle anachronique, donnant l'impression de revisiter le cinéma français des 60s, celui des Henri Verneuil et autres Jean-Pierre Melville, sans oublier le climax Cachemire qui offre à chaque personnage un vrai morceau de bravoure à la limite du burlesque. Si le film ne s'écroule pas sous son propre poids, c'est probablement parce qu'à contrario de certains cinéastes avec lesquels Cruise a tourné ces dernières années, McQuarrie est un vrai homme de confiance mu d'un désir de cinéma commun avec son interprète, et non le premier Yes Man venu. Mais malheureusement, le fait que le cinéaste rempile à nouveau pour 2 autres épisodes confirme la tournure d'une saga qui préfère s'enfermer dans une routine coutumière du blockbuster contemporain plutôt que de prendre des risques, ce qui était jusque-là son créneau. Il y a fort à parier que l'âge de Tom Cruise, qui atteindra les 60 ans au moment de la sortie du 8e épisode, y soit pour quelque chose dans cette décision de livrer au plus vite de nouveaux opus, en jouant la sécurité avec un cinéaste qu'il connaît bien. Mais c'est une décision d'autant plus décevante que McQuarrie avait fait savoir peu de temps avant cette annonce son désir de voir le jeune Jérémy Saulnier prendre les rênes de la franchise pour y apporter du sang neuf. Mais bon, comme je suis quelqu'un de positif, je préfère voir le verre à moitié plein, et je vais m'en tenir aux épisodes existants pour tirer ma conclusion. Au final, que retient-on des Missions Impossibles ? Eh bien, une exigence couplée à une volonté de livrer un spectacle qui respecte un minimum son public, ce qui lui aura permis de sortir du lot et de traverser le temps malgré ses errements. Car la franchise Mission Impossible, c'est avant tout des scènes d'action travaillées, des récits qui tiennent en haleine le public, une cinéphilie assumée, et surtout, un groupe d'espions pour lequel nous éprouvons une réelle empathie du fait de leur complicité communicative qui déborde même au-delà de l'écran, donnant l'impression d'une vraie famille de cinéma. Au final, on pourrait même voir le quatuor formé par Tom Cruise, J.J. Abrams à la production, ainsi que McQuarrie et Brad Bird, comme des espions chargés d'une mission, en l'occurrence réussir un film, en étant aussi habiles et discrets que leurs personnages pour éviter les pièges et les ennemis face à eux, à savoir le studio et plus généralement le système hollywoodien actuel, auquel cette franchise semble pour le moment résister. Reste à savoir si la mission s'avérera vraiment impossible pour la suite de la franchise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux et éventuellement nous donner quelques sous sur Tipeee. D'ailleurs, on en profite pour remercier chaleureusement tous nos généreux donateurs. A bientôt pour de nouvelles aventures.